C'est pour ça film. Ça filme. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du photographe Édouard Elias. Si vous vous intéressez au photojournalisme et au photoreportage, ce nom vous dit forcément quelque chose. Le travail d'Édouard a été publié dans de très nombreux magazines et a été récompensé notamment au festival Visa pour l'image à Perpignan. Avant de vous lancer dans l'écoute de ce nouvel entretien, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, SoundCloud, iTunes, Spotify ou encore YouTube, pour avoir accès à plus de 180 épisodes parmi lesquels vous retrouverez de longs et passionnants entretiens avec de grands photographes comme Pascal Maître, Gérard Rancinan ou encore Patrick Chauvel. Je vous laisse en compagnie de Édouard et vous souhaite une bonne écoute. Donc nous sommes avec Édouard Elias à Paris. Édouard, est-ce que tu peux te présenter ? Bon bah voilà, comme tu l'as dit, moi c'est Édouard Elias. Donc je suis photographe. J'ai aujourd'hui 29 ans. Je travaille en tant que photographe de presse, en tant que photographe pour des galeries, en tant que portraitiste. Je fais du corporate. Enfin, je fais pas mal de choses. Pas seulement de la photographie pour des journaux, pour le journalisme, mais vraiment un peu de tout. Au service d'entreprise, comme pour des personnes ou pour mes projets personnels. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours dans la photo et notamment le photojournalisme ? Alors, j'ai commencé en effet par le photojournalisme. Lorsque j'avais à peu près 15-16 ans, j'ai grandi en fait entre l'Égypte et la France. J'ai été élevé par mon père en Égypte et mes grands-parents en France qui eux étaient dans le Gard à côté de Nîmes. D'ailleurs, je suis né à Nîmes. Et la photo pour moi c'était quelque chose d'assez particulier, c'est un peu comme une garde alternée que je vivais et faire des photos me permettait d'avoir la mémoire des uns ou des autres. Voilà. Donc c'est vraiment déjà un travail un peu pour mes racines, par rapport à une certaine névrose, par rapport à un manque affectif que je pouvais avoir. Et petit à petit, en fait, chez mes grands-parents, j'ai vu beaucoup de documentaires sur la guerre. Mon grand-père, c'était un ancien résistant, puis ancien combattant, comme il a été militaire de carrière, donc entre l'Indochine, l'Algérie, etc. Donc, disons que j'ai eu une éducation qui était un peu mêlée à de l'image d'histoire, que ce soit documentaire ou des journaux, où on me forçait à regarder les documentaires de Decaux, le dessous des cartes. Donc, voilà, j'ai eu une petite appétence, on va dire, pour l'histoire et pour l'image d'histoire, et tout ça s'est mélangé avec la photographie. Voilà. Et donc j'ai commencé après le bac à faire des photos. Cette fois-ci vraiment un peu comme un métier. Donc je commençais à photographier des mariages, des soirées, du sport, mais je voulais quand même faire de la photographie de reportage. J'ai commencé une école de commerce que j'ai abandonnée pour réaliser une école de photo à Nancy. Donc j'ai encore quelques amis là-bas, dont un ancien prof qui m'a appris à faire de l'argentique. Ce que je reprends aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure, c'est comment est-ce que la photo est aussi un objet. Et pas seulement une accumulation de pixels ou quelque chose de numérique. Comment est-ce qu'on peut aussi la transformer en objet. Ça, c'est une partie très importante de mon travail qu'on verra tout à l'heure. Et en allant dans l'école à Nancy, il fallait faire un stage en entreprise. Donc je pense que n'importe qui a fait des études a dû faire un stage. Et ben moi je savais que pour avoir un bon stage, il fallait que ce soit du piston, soit un travail que j'avais déjà réalisé. Et donc je n'avais pas de piston. Je n'avais pas encore de travail, je me suis dit, je vais partir en Turquie, sur les camps de réfugiés syriens. C'est là où l'histoire se passe en ce moment, en 2012. Je vais faire des photos des camps de réfugiés pour pouvoir rentrer à Paris, pour pouvoir... j'habitais encore à Nîmes à l'époque, pour aller à Paris, à la capitale, ce que je ne connaissais pas trop, toquer à la porte de rédaction d'une agence et puis avoir mon fameux stage, pour ensuite vouloir en faire mon métier. C'est ce que je rêvais de faire. Sauf que en arrivant en Syrie, en Turquie, je baragouine un peu l'arabe. J'ai rencontré des gens, je me suis intéressé au pays, j'ai rencontré donc des Syriens qui fuyaient la guerre, des familles chez qui je suis allé loger, petit à petit, et de fil en aiguille, en fait, je suis tombé sur les personnes qui amenaient des journalistes sur les zones de combat. Voilà. Et de par ma proximité avec eux, et moins d'ailleurs finalement avec les journalistes, ils m'ont proposé de venir avec eux en Syrie. Je leur ai dit, attendez, mais j'ai pas un rond, je peux pas vous accompagner. Ils m'ont dit, non, tu m'as refilé une enveloppe, ils m'ont dit, tu ne l'ouvres pas, tu nous la rends ce soir, devant tout le monde, et tu dis que tu as payé. L'enveloppe était remplie de dollars, en fait, il m'avait juste donné ce qui est dans son portefeuille, pour pouvoir compter devant les autres, et dire que j'avais payé, alors que finalement, je n'ai pas payé tout mon premier voyage en Syrie, en termes de fixing, etc. Et donc, je suis parti avec eux, et là, ça a été le grand bain, en quelque sorte, c'est-à-dire la découverte d'un pays en guerre, les premiers passages de frontières, les checkpoints, arriver dans un endroit qui est sous des bombardements, découvrir Alep pendant l'offensive des rebelles en l'été 2012, donc c'était quand même assez violent.
les hôpitaux, les blessés civils, tout ça en étant finalement un peu entre deux. C'est-à-dire que j'étais pas là comme un photojournaliste, j'étais là comme un étudiant qui voulait apprendre. Bon, c'est un peu particulier, mais j'ai fait mon métier. Finalement, il a fallu que je le fasse, parce que comme m'avait dit un médecin un soir où j'étais parti pleurer à côté de l'hôpital, t'es là pour faire ton boulot, fais ton boulot. Je suis rentré, et puis j'ai voulu envoyer mes photos à des rédactions qui ne m'ont jamais répondu, et j'ai eu la chance d'aller à Visa pour l'image. Donc c'est un festival qui a lieu tous les ans à peu près au mois de septembre, à Perpignan, qui est un des plus gros festivals mondiaux en fait, de photojournalisme, avec des expositions, des projections, des rencontres avec des professionnels, et puis en fait, j'ai rencontré des professionnels là-bas, donc il y avait Patrick Chevelle, Rémi Ourdan et d'autres personnes en fait qui m'ont fait rencontrer ces personnes-là, qui m'ont aidé en fait, qui m'ont aidé à les montrer. Donc en l'occurrence, c'était Getty Images qui a vendu mes premières photos à Paris Match, Sunday Time Magazine, Der Spiegel. Et finalement, donc je n'ai pas eu de stage, mais j'ai eu des retombées financières sur un travail qui a été publié. Donc finalement, mon travail était considéré comme celui d'un professionnel, alors que je n'étais qu'un étudiant. Et c'est ça qui est assez particulier, c'est-à-dire que donc je me suis retrouvé à ne pas encore avoir une énorme expérience du métier, à rencontrer plein de gens, notamment l'AFP avec lequel, donc c'est l'agence France Presse, qui est une agence filaire, et avec laquelle j'ai commencé à travailler, et je suis reparti en Syrie en fait. J'ai arrêté mes études et je suis reparti en Syrie. Et là j'ai fait de la news. On appelle ça de la hot news, enfin ou de la hard news, j'en sais rien. En gros, mes images c'était l'image unique, en numérique. Il fallait que les images puissent se satisfaire à elles-mêmes, un endroit à eux, à un instant T, et il fallait que maximum toutes les 48 heures, il fallait que je puisse trouver un point internet pour les envoyer. Voilà. Et donc j'envoyais mes images directement le soir, tous les 2 soirs quand je pouvais. Donc j'allais sur la ligne de front, je rentrais et j'envoyais les images. Ça c'est novembre, décembre, janvier, février 2012-2013. Et la news c'est quand même particulier parce que la news c'est pas seulement ce qu'on voit mais aussi une demande. Moi j'étais indépendant pour l'AFP, donc je pouvais aussi travailler pour d'autres rédactions, donc j'essayais d'avoir des commandes, j'envoyais des emails, je montrais mes photos. Et je suis parti là-bas avec un de mes amis, Olivier Voisin, qui aussi photographe, qui travaille aussi pour l'AFP, enfin comme moi, on était vraiment photographes indépendants tous les deux, donc on peut se dire qu'il y a une forme de concurrence, et en même temps, Olivier, qui était plus âgé que moi, qui n'avait pas d'expérience, m'a vraiment formé en quelque sorte. Il me montrait comment charger mon sac, comment toute l'organisation, enfin une organisation qui est presque militaire finalement, de la musette, du sac, la façon de porter le pare-éclat, enfin, et toutes ces choses-là. C'était extrêmement important, enfin il m'a vraiment aidé. Et quand on était à Alep l'hiver 2012-2013, on avait vu une équipe de télé faire une forme de... Ils n'étaient pas en direct, mais... ils s'étaient recroquevillés derrière des sacs de sable, il y avait une fumée un peu au loin, alors c'était des pneus qui brûlaient, on sait pas trop, mais bien zoomé dessus, etc. Ils avaient les casques, et puis ils y allaient, quoi. C'était la guerre. Sauf que nous, on était dans la même rue en train de bouffer des sandwichs, quoi. Bon, ça nous a doucement fait rire. Et mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on envoyait nous les photos des gamins en train d'aller à l'école ou telle chose, qui était peut-être un peu plus calme, parce que l'hiver 2012-2013, il n'y a pas de véritable offensive, en fait. Il n'y a pas de progression des troupes de combat. Il y avait des tirs entre les troupes de Bachar el-Assad et les rebelles. En effet, c'était extrêmement violent. Il y a des morts, bien sûr, tous les jours, des bombardements. Mais il n'y avait pas cette grande offensive. Et pourtant, les rédactions auxquelles on envoyait les images voulaient des images de cette fameuse offensive, mais qui n'existait pas. Et on s'est posé la question, mais d'où est-ce qu'ils sortent cette information ? Eh bien, l'information venait de là, en fait. C'était que sur les chaînes de télévision, il y avait eu ce fameux documentaire qui donnait l'impression que c'était vraiment, la Blitzkrieg dans Alep. Ce n'était pas le cas. J'ai eu beau appeler des rédactions qui m'ont dit, mais t'es qui à 21 ans pour me dire ce qui se passe en Syrie ? Alors, aujourd'hui, on va dire, j'aurais peut-être eu un peu plus de répartie, je les aurais envoyés chier. Mais à l'époque, j'ai regardé Olivier, on s'est dit, ils veulent du combat, quoi. Au lieu de se dire, non, on va continuer à faire ça et montrer ce qui se passe, ils veulent du combat, on va aller chercher du combat. Donc on s'est splitté avec Olivier, donc on était retourné en Turquie, on s'est splitté pour revenir en Syrie, mais dans 2 endroits complètement différents. Olivier est parti sur les attaques de convois des troupes de Bachar el-Assad à l'ouest, et moi je suis parti au sud-est d'Alep sur des rebelles aussi qui attaquaient les bases aériennes. Le Matar, donc l'aéroport Kouiris, en l'occurrence. Et là ça a été les jours les plus, entre guillemets, les plus violents en termes de combat que j'ai eu l'occasion de faire, parce que je n'étais pas avec une armée professionnelle, j'étais avec des rebelles qui n'étaient pas spécialement tout le temps très 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 bien organisés, quand même dans une campagne assez avec des petites maisons, etc. Donc il n'y avait pas la même protection contre les bombardements aériens qu'il pouvait y avoir à Alep,
et des bombardements aériens, il y en avait. Et donc voilà, combat, c'était violent, c'était difficile, beaucoup d'inconscience. Et puis, en envoyant mes images sur Internet, je vois un email du journal du dimanche qui me dit « On a un chirurgien français qui vient opérer à l'Ouest, est-ce que ça t'intéresse ?» Bah, absolument, c'est-à-dire que là, ça me permettait de sortir de la zone de combat un tout petit peu, d'aller souffler, tout en ayant une commande. Une commande, c'est-à-dire avoir l'assurance que mes photos vont être publiées, donc payées. Et ça, faut imaginer que je gagnais pas des milliers de dollars par jour. Hein. On n'est pas. Beaucoup de gens imaginent que reporter de guerre, etc. Non. Je gagnais à peu près 200 dollars par jour avec l'AFP. Pour combien de frais? J'en étais, allez, on va dire une centaine de dollars, parce que des fois je devais prendre des voitures, donc je filais un billet au bonhomme, enfin, mais on va dire une centaine de dollars. Après, si on cumule avec les billets d'avion, les trucs que l'AFP ne payait pas, donc c'est pas extrêmement bien payé en fait par rapport au fait qu'on risquait quand même notre vie là-bas. Hein. Tu risques ta vie, tu risques ton matos aussi parce que je risque mon matériel. Ah oui, j'avais à peu près, je m'étais racheté le matériel, j'avais à peu près 5 000 € de matériel avec moi. Enfin, ce qui est pas grand chose en photo. Hein. 5 000 €, un appareil moyen ça coûte 2500, une optique ça coûte 1500. Ça va vite, hein, comme il faut un appareil de secours, donc une optique de secours, des cartes mémoire, des batteries, un ordinateur, des chargeurs rapides, différents accessoires, quand on se mettre des flashs ou pas, ou des filtres. Et ben ça va très très vite, 5000 balles. Ben voilà, on a du matériel, et puis on gagnait pas énormément. Donc le fait d'avoir une commande, ça me permettait d'avoir l'assurance de la rémunération. Aussi une histoire à couvrir, une rédaction qu'on rencontre. Et en arrivant finalement dans cet hôpital, donc je suis repassé en Turquie, il a fallu repasser la frontière, mais cette fois-ci illégalement, parce que ce passage-là, il ne tamponnait pas le passeport, donc il fallait qu'on sorte illégalement, et on savait qu'il fallait revenir illégalement aussi en Syrie. Donc c'est un peu compliqué. J'arrive dans ce fameux hôpital, et parmi les blessés qui sont amenés, donc que soignait ce fameux docteur français, il y a eu Olivier. Parce que lui, il n'a pas survécu, en fait, il est mort 2 jours après. Voilà. Et c'est pas dans le sens où la faute n'est pas de l'AFP, la faute n'est pas des gens qui nous financent, c'est nous qui avons fait le choix d'y aller, en fait. C'est nous qui avons fait le choix aussi de céder à cette tentation, de se dire, les rédactions veulent du combat, donc on va aller chercher du combat. Parce que combien de fois je me suis retrouvé aussi avec des images qui étaient réalisées à Alep, ou dans la région d'Alep, avec des légendes où il y a marqué Damas dessus. Pourtant, dans mes champs que je marque sur ordinateur, donc dans le fichier, il y a ma légende. Mais ces images sont des images d'illustration, c'est-à-dire qu'elles peuvent être prises par des articles qui vont parler exactement de ce qui est en train de se passer, ou pas, qui vont juste peut-être prendre une image d'illustration de la série, mais qui va peut-être pas correspondre, en fait, à ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on va déployer énormément d'images, et en parallèle, on n'a pas un contrôle sur la photographie. On fait partie d'une chaîne. On n'est qu'un maillon de la chaîne, complètement. Et c'est très bien, et en même temps, on peut aussi être critique par rapport à ça dans certaines situations. Donc Olivier est mort, et je suis rentré en France. Donc ça, c'était mon dernier voyage, vraiment, pendant le conflit syrien, en début 2013. Donc je suis rentré en France, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler pour VSD. Alors VSD, c'est vendredi, samedi, dimanche. C'était un magazine, c'est un peu l'équivalent de Paris Match en fait, avec des fois des couvertures un peu plus punchy, etc. Mais qui pour moi était un des meilleurs magazines avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment VSD et puis les autres. VSD, c'était un chef photo, Marc Simon, qui était un ancien, qui était toujours photographe. On n'est pas vraiment un ancien photographe, mais qui avait pris le bureau de chef photo et qui savait ce que c'était, donc il était très dur. Il savait quand un photographe avait bien bossé ou pas. Il connaissait les difficultés du portrait, du reportage. Il avait quand même été à Sabra et Shatila, donc c'était quand même quelqu'un qui connaissait le reportage de terrain, autant depuis le terrain que depuis le bureau. Donc ça a été vraiment pour moi un peu un papa photo qui m'a appris à faire du politique, à faire du portrait, à faire toutes les choses que lui considérait comme difficiles à faire en reportage. Un jour dans son bureau, il m'a dit « Écoute, la guerre c'est facile à faire, en photo. Maintenant, tu vas faire un curé de campagne à Nancy, on va voir si tu vas t'en sortir. » Et c'est vrai, en fait, parce que les zones de guerre, les personnes n'y sont pas. Donc tout semble être extraordinaire. Par contre, aller photographier l'ordinaire des personnes et arriver à les intéresser par la photographie, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est vraiment la formation couteau suisse VSD que j'ai commencé à prendre. Donc reportage. Et puis, avec un ami Didier François, on a décidé de repartir en Syrie en juin 2013 pour aller, c'était à l'époque où il y avait toute l'affaire des armes chimiques, c'est-à-dire que l'État de Bachar el-Assad avait utilisé des armes chimiques
dans certains endroits de Syrie. Il y avait Laurent van der Stock et Jean-Philippe Rémy qui étaient sortis de la région de Damas, qui ont fait un reportage mais incroyable. Alors, il ne faut pas mettre en avant ou en valeur, je pense, le risque des personnes. C'est-à-dire que si on peut ne pas prendre de risques et faire un super reportage et ramener des informations, c'est mieux. S'il faut faire le choix de prendre des risques, il faut que ça en vaille la peine, en quelque sorte, mais c'est pas ça qui doit être mis en avant. Mais par rapport à ce qu'a fait Laurent et Jean-Philippe, déjà ils sont allés dans un endroit qui était presque impossible d'accès. Ils étaient cachés dans des bagnoles de rebelles, etc. Enfin, ils ont eu des accidents. Enfin, vraiment, ils ont fait un reportage, mais alors c'est ultra couillu, mais ils ont sorti plus que de l'information. Ils ont ramené des éléments, des preuves en fait de l'utilisation d'armes chimiques de la part du gouvernement de Bachar el-Assad. Donc là, finalement, ils n'étaient plus seulement spectateurs, ils ont été vraiment aussi acteurs en quelque sorte. Et c'est vraiment un exemple pour moi de vrai travail journalistique. Alors, c'était pendant cette période-là qu'avec Didier François, qui lui travaille chez Europe 1, on a décidé de partir en Syrie. Alors pourquoi est-ce que je suis parti avec quelqu'un qui fait de la radio ? On va se dire, mais c'est bizarre. En fait, un photographe, quelqu'un qui fait de la radio, comment ça se fait qu'ils partent ensemble ? Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont, notamment après ce qui s'est passé, ils se sont posé la question. Bah aussi parce que quand on va sur le terrain, on aime bien être en binôme, on aime bien travailler avec des gens avec qui on va peut-être pas faire un résultat final. Même si avec Didier, on s'était dit que peut-être qu'on mélangerait le son et les images pour faire des contenus vidéo, enfin des contenus internet un peu multimédia. Mais en fait, chacun finalement partait un peu de son côté. Moi, j'étais pas un photographe pour Europe 1, mais ça nous permettait de partager les frais. Ça nous permettait de partager le billet d'avion, ça nous permettait entre guillemets de se sentir plus en sécurité. S'il arrivait quelque chose, etc. Bon, en l'occurrence, il arrivait un truc, c'est qu'il y avait un petit groupe qui nous attendait, un faux checkpoint, entre guillemets, sur la route, et on a été embarqués par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui en effet étaient hostiles, et qui nous ont, entre guillemets, jetés en prison, et on a passé 11 mois, en fait, en prise d'otage, dans un groupe qui se sera avéré être l'État islamique, en fait. C'est-à-dire que c'était le tout début de l'État islamique. Nous, on n'avait pas vu l'émergence de ce groupe-là. Il venait à peine de faire la scission avec Jabhat al-Nusra, qui était un groupe, on va dire, lié à Al-Qaïda, etc. Et puis l'État islamique s'est sorti de ça, a fait son coming out, on défait les rebelles dans la région, on pris la région, et nous, en fait, on est arrivé juste à ce moment-là. Donc on n'était pas du tout préparés, et là, on s'est fait capturer. Et on a fait 11 mois de tôle. Donc là, on a été en compagnie de James Foley, de tous ces otages, James, Steven Sotlove, David Haynes, Alan Henning, Peter Kassig, enfin, toutes ces personnes-là qui, malheureusement, eux, n'ont pas survécu. D'autres Français ont été mis avec nous, enfin, en gros, ça a été quand même un gros morceau, assez compliqué à gérer, bien sûr, mais bon, on a été libérés, et on est sorti en avril 2014. Voilà, donc après 11 mois de tôle. Donc 11 mois de captivité. Ouais. J'ose même pas imaginer comment ça devait être, et je pense que personne ne peut imaginer. Bah disons que ce n'est pas comparable. C'est-à-dire que jamais on pourra le comparer avec des gens qui n'avaient qu'un numéro dans les camps de concentration, ou des prisonniers français après Dien Bien Phu, ou des prisonniers de la Wehrmacht qui sont retrouvés dans les camps russes, etc. Nous, on était des otages, on n'était pas des prisonniers. Donc, faut toujours quand même garder ça vraiment à l'esprit. On avait une forme de valeur, donc ils devaient quand même nous conserver dans des bonnes conditions comme monnaie d'échange. Après, ça n'empêche pas la torture psychologique, des simulations d'exécution, une pression qui est énorme parce que tout peut dégénérer d'un moment à un autre. On est quand même avec des gens qui sont plus ou moins professionnels, on est quand même dans un pays en guerre. Oui, on a quand même eu du bol de sortir. Mais voilà, est-ce que toute ma vie j'aurais envie de vivre avec ça ? Alors, de différentes façons. Est-ce que moi-même, par rapport à la prise d'otage, par rapport à mes souvenirs, etc., j'ai envie que ça me colle au basque toute ma vie ? Et est-ce que j'ai envie aussi que dans ma profession, je sois considéré comme un ex-otage toute ma vie ? Parce que finalement, ce n'est qu'un accident du travail. C'est même une erreur. Le manque de bol, c'est une erreur professionnelle. C'est souvent Chauvel qui dit ça, mais l'idée, c'est que... et il a raison, en fait. C'est-à-dire que du moment où on est pris en otage, on n'est plus journaliste, et là, fini, quoi. En fait, c'est une erreur professionnelle. On a eu de la chance de s'en sortir, mais il faut supérer le truc. Alors ça, j'allais sur BFM et je devenais un expert. Alors un jour, on m'a proposé d'y passer. J'avais répondu que la seule chose que je connaissais, c'était la porte en fer de l'État islamique. Donc moi, je peux vous parler de cette fameuse porte en fer pendant 1 heure, mais ça s'arrête là, quoi. Parce que je ne suis pas un expert de l'État islamique, en effet. J'ai connu certaines facettes du groupe,
mais j'ai pas envie finalement que ces gens-là m'enlèvent la photographie. Et c'est un choix que j'ai fait depuis le début, en fait, vraiment depuis les premières semaines de détention. Je me suis dit, si je sors envie de ce truc-là, je continue à faire des photos, je continue à faire des reportages. En effet, je suis pas parti en Afghanistan, au Yémen, comme ça. J'évite les endroits à fort taux d'enlèvement, surtout. Enfin, quand même, j'ai donné une fois, c'est pas mal, quoi. Mais puis bon, il y a quand même des gens qui ont bossé pour me faire sortir de là. Je voudrais pas leur remettre ça encore en plus. Voilà, je suis pas sorti tout seul, donc. Justement, il y a un truc qui est intéressant de voir. Tu vas nous parler après, je pense, de ton expérience avec l'armée française, les reportages que tu as fait en Centrafrique. Tu l'as expérimenté aussi. Les militaires sont parfois très méfiants et pas forcément les principaux fans des journalistes. Principalement parce que le journaliste, quand il se fait prendre otage, ben souvent ça crée des tensions. Enfin, c'est un problème parce que les militaires doivent aller les chercher. Alors pas tous, mais typiquement ce qui s'est passé en Afghanistan. En Afghanistan, Guéquer est taponnier. Il y a quand même un fort ressentiment chez la Légion étrangère, enfin chez d'autres corps armés. Et bien sûr. En effet, il y a des cas où lorsque les militaires sont déployés, ça peut changer la donne tactique, même stratégique dans un lieu en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ne pourront plus aller opérer dans certaines zones, etc. En effet, le fait d'avoir été en Syrie à ce moment-là peut avoir changé des choses, mais c'est là en fait où vient aussi l'utilité de notre métier. C'est là où il faut qu'on s'interroge si souvent pour les militaires il y a souvent un peu une confrontation avec les journalistes, confrontation avec les ONG, confrontation avec différents groupes, parce que chacun a une mission différente en fait. Les militaires sont là pour remplir leur mission. Ils ont une mission, soit c'est du maintien de la paix, soit c'est une offensive dans telle ou telle zone, soit ils ont leur mission qui est dictée par une volonté politique du pouvoir en place, qui a décidé de déclencher les hostilités, soit en attaque, soit en défense, etc. Notre travail, ce n'est pas ça, ce n'est pas d'appuyer une politique gouvernementale. Notre travail en tant que journaliste, c'est, entre guillemets, d'être neutre, c'est d'aller relater ce qui se passe sur le terrain, avec le maximum de sincérité, de fiabilité, de déontologie, etc. Et c'est d'expliquer qu'est-ce qui se passe pour que les gens se fassent une idée et se disent si la guerre, elle est juste ou non. C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de dire qu'une guerre est juste ou non. Mon travail, c'est d'aller dans un endroit et de raconter ce qui se passe. Par contre, lorsqu'on va dans un endroit pour raconter ce qui se passe, bah il y a des contraintes. Des contraintes militaires, des contraintes de danger, des contraintes sociales, etc. Et c'est mon travail aussi que de faire attention, de comprendre quels sont les risques, parce que même lorsque je suis avec un Syrien, si je me prends une balle en plein milieu de la rue, il va quand même risquer sa vie pour venir me sortir de là. Donc c'est aussi du respect par rapport aux gens avec qui je suis. Et donc, dans certains endroits, il faut faire attention à ça. Alors oui, facile à dire de la part de quelqu'un qui a été pris en otage. Mais j'étais quand même avec quelqu'un qui avait à peu près une trentaine d'années d'expérience en zone de conflit. Et je pense pas que ceux qui connaissent Didier François critiquent sa façon de travailler, son expérience sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une des personnes enfin, il fait partie des grands, entre guillemets, journalistes qui sont à la Grozny, à Sarajevo, qui ont fait des reportages exceptionnels, qui ont une connaissance, enfin, qui ont vraiment une connaissance du terrain. Enfin, même un coureur moto se plante de temps en temps, etc. L'important, c'est de faire un maximum attention à ça. Et les militaires le comprennent. C'est-à-dire que la plupart des forces armées avec qui j'ai été, notamment les militaires français, je n'ai jamais senti je n'ai jamais eu de critique de leur part par le fait d'avoir été pris en otage. Je n'ai jamais ressenti, finalement, même avec la Légion étrangère, dont certains étaient en Afghanistan au moment des Guéquières et Taponniers, de critiques de leur part, etc. Avec les forces armées sur le terrain, après, les liens que j'ai pu avoir ont toujours été quand même plutôt bons. Et au-delà de cette histoire de prise d'otage, etc., qui n'est finalement qu'un détail, c'est surtout comment c'est accepté par eux. Et c'est sûr que lorsqu'on débarque, donc après être sorti de détention, j'avais demandé à partir en Centrafrique, parce que j'avais plus envie de faire de news, en fait. Je voulais plus, depuis ce qui s'était passé avec Olivier Voisin, etc., je ne voulais plus être dans cette démarche de rapidité pour envoyer des informations. Je préférais un travail un peu plus à long cours. Et un de mes co-détenus, James Foley, qui malheureusement est mort là-bas, m'a conseillé de lire le Cœur des Ténèbres de Conrad, qui était un bouquin d'ailleurs sur lequel a été basé Apocalypse Now. Et je m'étais dit, tiens, je vais un peu partir de là pour photographier l'armée française en Centrafrique. Et j'avais demandé à partir sur un poste avancé de l'armée française. Et donc j'ai été déployé, j'ai eu la chance de me retrouver avec le 2e REI, 2e régiment étranger d'infanterie, qui est basé à Nîmes. Et moi je suis nîmois, alors ça c'était assez drôle.
Et quand on débarque là-bas et qu'il nous voit arriver, c'est un mec qui déjà n'est pas aussi costaud, journaliste avec les cheveux mi-longs, un peu de barbe, et qui arrive dans le camp alors que ça fait quand même déjà un mois qu'il douille entre les Antibalaka, la Seleka, des conditions de chaleur qui sont assez difficiles, avec peu de moyens, et il se demande mais qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qui vient nous emmerder en fait. Et tout le jeu, en fait, est de se faire accepter par eux. Ça a mis à peu près 4-5 jours. Sur un peu moins d'un mois. Pendant 4-5 jours, je faisais pas vraiment de photos, en fait. Je me déplaçais, je restais avec eux, je papotais avec eux, je leur posais très peu de questions, parce qu'il y a vraiment ce grand mythe de la Légion étrangère, on a envie de lui poser des questions, savoir pourquoi est-ce qu'il fait ça, rien à foutre. Sauf que eux voulaient aussi me poser des questions sur la prise d'otage. Ça les intéressait, en fait. Et ils voulaient voir mon comportement. Donc eux lâchaient rien, mais moi je lâchais rien non plus. Et puis on a commencé à se donner petit à petit. Et c'est là où aussi, alors j'ai eu de la chance, j'avais un OFCOM. Alors qu'est-ce qu'un OFCOM? C'est un officier de communication. Donc lorsqu'on est déployé avec l'armée française, on a quelqu'un qui est détaché de la part de la communication de l'armée française pour nous accompagner. Certains vont dire oui, c'est la censure. Il y a des deux. Il y a bien sûr une communication qui fait attention à ce qu'on va voir pour ne pas nuire aux soldats sur place, pour ne pas nuire notamment en termes d'informations qui pourraient être révélées, mais aussi surtout pour faire un lien entre le journaliste, parce qu'elle connaît ce dont ces personnes-là sont formées à savoir ce que veulent les journalistes et savent ce que veulent les hiérarchies, notamment sur des mouvements de troupes, sur de l'opérationnel. Et donc elles sont un peu le tampon entre les demandes de la presse et les conditions de sécurité ou pas militaires. Et là, j'ai eu du bol, donc c'était Nolwenn, on va dire une fille, une officier de communication, enfin, elle était géniale. Je pense que de tous les OFCOM que j'ai eu d'ailleurs sur le terrain, je pense que c'était une des meilleures, qui m'a vraiment laissé une très grande liberté de travailler. Non sans, c'est pas un contrôle, mais sans attention, bien sûr, mais ça me permet, si j'ai envie de faire toutes les patrouilles depuis 6h du matin, je les faisais. Surtout que si je faisais les patrouilles depuis 6h du matin, c'était pour connaître les hommes, 2 pour leur montrer que moi aussi, je vivais les mêmes conditions qu'eux. Et puis s'il y avait un accrochage, j'allais jamais être déployé depuis le centre, la base opérationnelle vers l'accrochage. Mais si j'étais dans le VAB ou avec la patrouille au moment où ça avait lieu, j'étais avec eux. Donc j'étais là pendant l'accrochage et je pouvais faire mes photos. Et donc c'est pour ça que j'ai passé. Donc ça m'a vraiment servi parce qu'en effet il y a eu des accrochages et j'ai eu du bol, je me suis bien comporté. Et ça a créé des liens avec les hommes sur place en fait. Voilà. Ouais, tu crées une confiance c'est ça. avec les gens en montrant que tu es dans les mêmes conditions qu'eux, tu n'es pas privilégié. Sans me prendre pour eux aussi. C'est important aussi de leur dire je suis pas un militaire, moi. Je suis un civil, donc je fais attention. J'ai quand même maintenant une forme un peu d'expérience, mais qui n'est pas... que j'ai continué d'ailleurs à essayer d'approfondir par la suite, notamment en faisant toute la formation de technique, avec la Légion étrangère, en fait, la FTS, formation technique de spécialité avec les jeunes légionnaires en fait qui rentraient au 2e REI, que j'ai demandé en fait à couvrir entre guillemets par la suite, mais que je me suis aussi amusé finalement à faire les entraînements avec eux, les trucs pour comprendre quelles étaient les formations, les déplacements, comment ça fonctionnait vraiment, de façon à pouvoir, lorsque je suis sur le terrain avec eux, être le moins pesant possible, être le plus réactif, le plus autonome possible. Et c'est ça qui est important, c'est faire preuve d'autonomie sur le terrain. Et donc, ce reportage-là, la Légion étrangère, j'ai décidé de ne pas envoyer les photos pendant le reportage. Voilà. Je n'ai rien envoyé, même s'il y avait des médias qui me demandaient des images parce qu'il y avait différents événements. J'ai refusé. J'ai attendu de revenir en France, de faire mon editing. Donc l'editing, c'est choisir les photos. Et à partir de ça, en fait, le proposer à différentes rédactions. Et ça a été vendu la première fois à l'Obs, qui est en plus normalement un journal de gauche, donc c'est assez drôle. Et donc ils ont fait un portfolio 6 pages, ce qui est quand même pas mal. Et là, ça a été vraiment sur la corde raide, parce que je montrais les conditions de vie des hommes en fait en Centrafrique. 95% des photos, ce sont des gars en train d'en chier. En fait, parce que les conditions étaient difficiles, parce que leur engagement était difficile, parce que être militaire français, que ce soit du RPIMA, de la Légion étrangère ou d'autres trucs, c'est difficile en fait sur le terrain. C'est pas des conditions, c'est pas la clim. Enfin voilà, c'est pas une base américaine avec les distributeurs de protéines, et les burgers, et les magasins Harley Davidson. Non, c'est autre chose quoi. Et c'était important de le montrer. Parce que d'un côté il y a la communication militaire qui montre les gars bien torse bombé avec les armes, etc. Nous sommes le vent après le vent avant la tempête, etc. Enfin toutes ces conneries. Et
de la communication, en fait, tout simplement. Et moi, je suis là pour montrer la réalité. Mais je voulais pas non plus nuire à leur dignité aussi, les gens. Je pense que c'est aussi une dignité que de se battre contre les éléments, que de souffrir par rapport à un engagement. Et dans mes photos, j'ai fait aussi attention à cette fameuse dignité des gens. J'ai des personnes en train de craquer, mais j'ai fait exprès de ne pas montrer leur visage, en fait. C'était important. Pour eux aussi, il y en a qui faisaient de temps en temps des petites conneries, etc. Bah, je voulais pas nuire non plus à leur carrière, et ça desservait pas le reportage, en fait. Je leur ai dit, si à un moment je fais une photo, enfin, je vous vois en train d'agresser quelqu'un sciemment dans la rue, un civil qui est pas armé, je vais la faire, la photo. Tout simplement. Si vous avez un truc qui est pas réglementaire, vous avez un ordinateur portable alors que vous n'êtes pas censé en avoir à l'intérieur des tentes et tout, enfin, ça va les mecs, au contraire dites-le moi, ça on s'en fout en fait. Et ça a permis de renforcer les liens. Et donc lorsque je suis entré, c'est vraiment passé juste, mais ça a été vraiment accepté par l'armée française. Donc c'est un travail qui m'a permis aussi d'approfondir mes liens avec l'armée, avec l'institution. J'ai eu un prix à Visa pour l'image, donc ce fameux festival où quelques années auparavant j'étais juste jeune photographe qui essaie de montrer son travail. Donc c'est c'est une belle reconnaissance en fait. Une exposition là-bas, j'ai eu le prix du ministère de la Défense, donc ça c'est assez drôle. Le prix Sergent Vermeil, qui d'ailleurs c'était un militaire français qui faisait des images de la photo qui est mort en Afghanistan, pour montrer que même les photographes militaires, ils prennent des risques. On fait pas le même métier dans le sens où on est tous photographes, mais pour des institutions différentes, mais que eux aussi prennent des risques, et que comme Olivier, comme Vermeil, je me rappelle plus son prénom, Sébastien Vermeil, ou comme même pendant les prises d'otages, etc. On peut risquer notre vie sur le terrain. C'est pas le but, mais c'est comme ça. Soigner des opérations, c'est difficile. Et donc ça, c'est la Légion étrangère. Et donc j'ai vendu après. Donc là, on est dans un travail on passe d'une photographie de news en Syrie sur des photos envoyées tous les 2 soirs, etc., où j'avais pas un contrôle sur ce qu'elles allaient illustrer, à la Légion étrangère où j'ai choisi les médias où ils allaient passer. Parce que quelques mois après mon retour, il y a eu une histoire de viol en Centrafrique par l'armée française. Des accusations de viol, etc., qui est quand même pas cool, quoi. Et il y a des médias, notamment des quotidiens français, qui m'ont approché en me disant « Écoute Edouard, t'as fait un gros boulot sur la Centrafrique, est-ce qu'on peut acheter tes photos pour je leur ai fait, mais c'est pour quel article? Oui, parce qu'en ce moment, on parle de viol en Centrafrique, etc. J'aurais dit, oui, mais mes photos, ils sont pas liés aux violeurs. Oui, mais on le marquera, etc. J'aurais dit, mais non. Je refuse que mes gars, que j'ai photographiés, soient encore publiés, d'accord, mais avec un sous-titre, viol en Centrafrique, etc. Et oui, mais même, on voit un paysage, etc. J'ai fait non. Parce que ce travail, je ne veux pas qu'il soit associé à ça. C'est-à-dire que là, ça se passait à Bangui, dans la capitale. Moi, mes photos étaient faites à Bambari. Et lorsque j'étais à Bambari, je n'ai jamais rien vu ni entendu par rapport à ça. Donc les mecs de Bangui, c'était pas les mêmes régiments, c'était pas les mêmes choses. Qui sait, peut-être que les légionnaires que j'ai photographiés ont été liés avant ou après à des histoires similaires. Peut-être. Mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Donc, mes photos ne seront pas liées à ça. Et donc j'ai refusé. Si mes images avaient été à l'AFP, alors c'est pas l'AFP le problème, ou une agence, etc., ils les auraient vendues. Ils n'auraient pas réfléchi, ils se seraient dit, tiens, un article, machin, etc. Et ça serait parti comme ça. Et donc, le fait d'avoir conservé mes images, de ne pas les avoir dans une agence, etc., m'a permis de choisir là où les mettre, en quelque sorte. Tu n'étais pas parti en commande? Non. Non, je n'étais pas. Tu es rentré, tu as fait un synopsis, un editing, et tu as envoyé ça... Exactement. Ouais, je n'étais pas parti en commande parce que de toute façon sur mes projets perso maintenant, les commandes c'est compliqué. Puis à l'époque, je travaillais un peu pour VSD, mais je voulais passer un mois, etc. Voilà. Donc ça c'est la Centrafrique. Il y a quand tu étais en Centrafrique, tu étais ce qu'on appelle embedded, c'est-à-dire tu étais intégré dans une unité avec les soldats français, donc tu étais encadré par un communicant. Ouais. Par une communicante, t'es pas parachutiste d'ailleurs? Ouais. Enfin, lié au parachutiste. D'accord. On la connaît, je la connais aussi. Ouais. Le fait que tu étais embedded, c'est quelque chose qui est, enfin pas toi, mais je veux dire le fait qu'il y ait des journalistes qui sont embedded, c'est quelque chose qui est extrêmement critiqué dans notre profession. Bien sûr. Par des gens qui refusent de le faire. Bien souvent, on se rend compte qu'ils n'ont pas eu l'autorisation pour le faire. C'est un petit peu lié.
qu'est-ce que tu dis justement, qu'est-ce que tu réponds à ces critiques qui disent en gros tu peux pas faire ton travail de journaliste correctement quand tu es embedded et que tu vas voir que d'un côté de l'histoire? Tout simplement parce que ces gens n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que des limites et devoir faire avec des limites en fait. C'est-à-dire que il y a un cadre et il faut jouer dans le cadre, tout simplement. Moi, quand je suis parti, j'ai accepté le fait que ça allait être embedded. Sauf qu'en fait, mais j'ai pas prétendu vouloir aller photographier les Centrafricains, ce qui se passait, etc. Je n'ai pas essayé. C'est-à-dire qu'en général, c'est des gens qui ont envie de tout faire et qui disent oui, l'armée française m'empêche de le faire, etc. Non, l'armée française, ils donnent un accès avec eux, mais il faut comprendre qu'il y a des limites. C'est-à-dire que, moi, par exemple, je sors de la base française et je vais aller poser des questions et faire des photos de Centrafricains qui habitent juste à côté de la base française. Vous pensez vraiment que les gars vont être honnêtes avec moi, en sachant que je sors de la base et que je vais rentrer dans la base? Pardon. Je sais que je suis dans une base française, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris que les limites, c'était ce mur-là, et je n'ai pas parlé de la Centrafrique, je n'ai pas fait un reportage sur la Centrafrique, j'ai fait un reportage sur ce que voyaient les soldats de l'armée française que j'ai accompagnés de la Légion étrangère en Centrafrique à cet endroit. Et je raconte pas autre chose. Parce que, en effet, il y a des limites. Le fait de ne pas vouloir partir et de dire oui, c'est impossible de bosser avec l'armée française, c'est pas impossible de bosser avec l'armée française. Mais il faut juste savoir ce qu'on a envie de faire comme travail, ce qu'on a envie de montrer. Si j'ai envie d'aller faire un reportage sur la Centrafrique et que je me dis je vais passer par l'armée française, c'est complètement con. Peut-être qu'ils se disent c'est plus facile pour avoir des accès, etc. Bon, enfin, non, enfin, c'est con. Enfin, je vais aller travailler. J'ai envie de faire un reportage, par exemple, je sais pas moi, sur, j'en sais rien. Il y en a plein. Enfin, même avec une armée, en fait, c'est con. Enfin, je vais photographier une guerre, par exemple la guerre avec les Ukrainiens contre les séparatistes pro-russes. Je suis allé avec l'armée ukrainienne, mais ils me bloquent vraiment parce que j'ai pas pu sauter dans la tranchée d'en face. Non, mais c'est la même chose, en fait, c'est complètement con. Non, en fait, il faut le savoir que c'est une institution. Pensez vraiment que quand vous allez rentrer chez Lactalis ou une entreprise, ils vont vous montrer exactement ce qu'ils font dans les cuves, etc. Non, mais c'est la même chose. C'est une institution, il faut connaître les limites, il faut se baser par rapport aux limites, tout simplement. Et s'ils trouvent que, par rapport à leur volonté, l'armée française ne leur offre pas ce qu'ils voudraient, le cadre est trop dur, qu'ils passent pas par l'armée française, en fait, tout simplement, qu'ils fassent autre chose. Et c'est ce que je fais aussi sur d'autres reportages. Il y en a où je refuserais de passer par l'armée française. Si je devais retourner, par exemple, en Centrafrique, je vais retourner après en Centrafrique et travailler sur donc les Centrafricains, mais la rébellion, les Séléka ou les anti-Balaka, je serais pas du tout passé par l'armée française. Justement, faut pas mélanger les genres, en fait. On peut pas sortir d'un dispositif pour aller dans un autre. Tu peux partir avec les Russes, du coup. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, oui, en Centrafrique, oui, je pourrais aller avec Wagner, etc. Mais pour l'Ukraine, je suis commencé par les Ukrainiens, on en parlera tout à l'heure. Donc, je suis allé côté ukrainien. Et justement, parlons de tes aventures en Ukraine. Tu es parti en Ukraine et tu as couvert le conflit qui se passe au Donbass. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, là, déjà par rapport aux étapes. Donc, on parlait de l'AFP Syrie, la Légion étrangère où c'est une commande, et l'Ukraine où ça va encore presque même plus loin. C'est-à-dire que par rapport à la Légion étrangère, là, il y a plusieurs étapes qui ont été franchies, en fait, entre-temps. L'idée, c'est que je travaille non pas avec des moyens actuels, sur un conflit actuel, pour parler des conditions de vie. Là, on est dans quelque chose de très organique. Avec la Légion étrangère, on est dans la peau, dans les conditions des hommes. L'Ukraine, c'est un reportage complètement différent, en fait. Je raconte pas du tout la même histoire. Là, je suis beaucoup plus dans l'histoire avec l'Ukraine, avec un grand H, qui est de se rappeler des différents types de conflits qui ont eu lieu dans le siècle, notamment en Europe. On est dans une guerre symétrique, on n'est pas dans une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, c'est une armée organisée contre une rébellion, une guérilla, etc., telle qu'elle pouvait avoir lieu en Algérie, telle que ça a pu être là en Afghanistan, etc. La guerre symétrique, c'est deux armées, entre guillemets, similaires qui s'affrontent. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions que la Seconde ou la Première Guerre mondiale, bien sûr, mais en Europe, aujourd'hui, on a les tranchées. Le conflit a commencé en 2014, moi j'étais en tôle à ce moment-là, donc pendant l'Euromaïdan, et puis il y a eu une guerre de mouvement en 2014-2015, et puis ça a commencé à stagner, et puis donc moi j'ai fait les photos entre 2017 et 2018. Et ce qui était intéressant, c'était que c'était un peu 14-18. Donc, je suis allé au musée des armées, donc aux Invalides, j'ai vu beaucoup d'images
beaucoup d'images sur la Première, Seconde Guerre mondiale, la guerre de Crimée, etc. Et je me suis inspiré en fait d'images anciennes pour aller travailler sur un conflit nouveau. Je n'ai pas voulu utiliser exactement les mêmes appareils, mais je suis parti à la pellicule uniquement. Pourquoi ? Parce que ça me permettait de brouiller le regard du spectateur, et pour les gens peu avertis, qui se demandent mais c'est où et c'est quand ? C'est ça en fait qui m'intéressait. Et pouvoir leur dire c'est aujourd'hui en Europe. Mais on n'est pas sur un travail journalistique classique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de travailler sur un front particulier, une unité particulière. C'est quelque chose de beaucoup plus général en quelque sorte. Sauf que l'Ukraine, je me suis amusé, j'ai photographié les deux camps. Parce que il y a aussi une guerre de propagande. Il y a une prise de parti aussi de la part même de journalistes, etc., qui sont, fanats d'un côté ou de l'autre. Mais c'est normal, on a toujours bien sûr nos positions, nos idées. Mais il faut aussi essayer des fois de le dépasser, parce que notre travail, c'est pas de dire aux gens quoi penser. Et je reviens encore là-dessus. Mon travail, c'est pas de vous dire quoi penser. Mon travail, c'est de vous donner des informations pour que vous puissiez vous faire une idée des choses. Sinon, je fais, moi, de l'éditorialisme, je fais de l'opinion. Moi, je donne pas mon opinion, en fait. À part, peut-être qu'une forme de pacifisme, etc., j'en sais rien, mais l'idée, là, c'était d'aller photographier les deux côtés. Et donc, je suis allé côté ukrainien, et je savais très bien que je pouvais pas montrer les Russes, etc., et que je me suis retrouvé quand même avec une grosse propagande, un gros discours, que j'ai retrouvé de la même chose de l'autre côté. Donc, je suis rentré en France, j'ai changé de passeport, j'ai un copain qui m'a fait une accréditation par des groupes russes, de presse russe, etc., je suis parti avec eux, et j'ai franchi la frontière russe, donc je suis pas arrivé par un passage frontière au nord de l'Ukraine, mais par Moscou. Donc les gens m'ont vu arriver par le pays allié, et donc m'ont fait beaucoup plus confiance. Ce qui m'a permis d'aller dans la tranchée d'en face, à 150 mètres d'écart, dans la même zone en fait. Et j'ai photographié de la même façon les tranchées et les hommes des deux côtés. Tout simplement. Par contre, les limites étaient encore plus fortes qu'avec l'armée française, parce que là je pouvais passer moins de temps avec les hommes. Parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient là, qu'il y avait quand même des grosses pressions des services de communication, donc je pouvais pas, comme la Légion étrangère, avoir vraiment la sensation de la cohésion des troupes, etc. Donc là, j'ai beaucoup plus fait des paysages. Et donc j'ai pas dit, on peut pas bosser en Ukraine, c'est impossible, machin. Non, j'ai compris quelles étaient les limites. Les limites étaient un organisme de propagande extrêmement fort et une embed, mais extrêmement resserrée. Et à partir de là, j'ai fait un travail complètement différent. J'ai fait beaucoup plus de paysages, du noir et blanc, de la pellicule, de façon à créer une autre sensation de la guerre. Et dans tous les cas, quoi que les services de communication essayent de faire, si on comprend quelles sont les limites, c'est là-dedans, en fait, on peut s'amuser et on peut sortir quelque chose presque même d'encore plus fort que si on avait une totale liberté. Plus encore, il faut être même super malin en se disant quels sont aussi leurs objectifs de communication. C'est ça. C'est comme une boîte, tu le disais, c'est comme Lactalis, etc., qui ont des objectifs. Donc si tu comprends les objectifs, tu sais ce qu'ils veulent, et que toi, tu vas quelque part dans leur sens, sans forcément le faire de façon consciente, dans le genre, t'es pas là pour faire de la communication pour eux, mais ton travail va aller dans le sens de leur travail à eux. Après, ils vont montrer un village qui a été détruit par des bombardements avec des civils qui sont morts. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est de la propagande, c'est normal qu'ils font ça. Mais il y a quand même des civils qui sont morts dans tel bombardement. De l'autre côté, on va montrer la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que les uns ne savaient pas que j'allais de l'autre côté, et vice-versa. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun m'a montré de son côté. Et on remarque que les discours sont les mêmes. Et ça nous permet de nous interroger aussi sur les conséquences d'une guerre en général, quels que soient les belligérants, dans une zone, les déplacements de civils, etc., la nature même de ce conflit. Et là, finalement, j'étais sur quelque chose de très... prise de recul en fait. On était vraiment sur la notion même de la guerre de tranchées que sur le conflit ukraino-séparatiste, quoi. Voilà. Il y a une citation, je sais plus, c'est Clausewitz qui disait que la première victime dans une guerre, c'est la vérité. Ouais. En plus, c'est lui aussi, c'est quelqu'un d'autre. Je sais pas, de la guerre qui est Clausewitz, j'ai un bouquin là, mais... Ouais, t'as une sacrée bibliothèque. Et pas que celle qu'on voit derrière toi, mais avec les livres photos pour ceux qui nous regarderont sur YouTube, mais aussi dans ton appart. J'ai pas tout lu, bien sûr. Après, je pense que c'est important. C'est extrêmement important d'essayer de comprendre ce qui a été écrit ou ce qui a été fait. Dans tous les bouquins qui sont là, alors il y en a d'autres là-haut, mais ils les aiment pas tous en fait. Il y a des types de photographies que je préfère à d'autres, mais c'est important de connaître aussi qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait, les différents courants dans les différents siècles, etc. Parce que aujourd'hui, les appareils photo nous permettent de faire des choses presque impossibles il y a 20 ou 30 ans, mais tout a déjà été fait, parce que c'est surtout les interrogations sociales de la photographie qui sont intéressantes, c'est le mode de représentation, c'est comment est-ce qu'on va parler des gens,
comment est-ce qu'on va avoir une photographie beaucoup plus systématique, comment on raconte une histoire, etc. Et je pense que c'est important qu'il faut regarder et toucher les photographies, par les tirages ou par les bouquins. Ou sur les sites. Et puis un écran, c'est bien, mais bon, je préfère les voir dans des livres parce qu'il y a une véritable volonté de la part du photographe. Petit livre, grand livre, double page ou pas. Enfin, c'est extrêmement intéressant en fait. J'ai l'impression, est-ce que tu as remarqué ça, que j'ai l'impression que la mémoire est plus efficace quand tu regardes une photo sur papier que sur un écran. Tu sais, tu as l'impression que tu vas plus mémoriser, que tu as l'impression d'avoir cette impression de déjà vu une fois que tu es derrière ton cadrage. Peut-être. Alors moi, je sais que souvent, je me rappelle de ce qu'il y a à la page avant et ce qu'il y a à la page après. En fait, il y a aussi de ça. Et ça, je trouve ça intéressant dans la construction d'une série, etc. Et après, finalement, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller piocher un peu dans chacun des boulots qui ont été vus. Je suis pas pour le plagiat, mais je suis pour l'inspiration. C'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce qui a été fait, pourquoi et comment utiliser une certaine forme vers d'autres choses. Elle est où cette limite entre le plagiat et l'inspiration, dans le sens où plus tu vas être plongé dans ce qui a été fait, plus inconsciemment tu vas reproduire des cadrages, tu vas reproduire des histoires, et au final c'est compliqué de développer sa propre personnalité et son propre style. Si, je pense que au contraire, plus on va s'inspirer. Par exemple, c'est comme le langage, c'est-à-dire que si on a appris 3 mots, déjà c'est pas nous qui avons inventé les mots, on les a appris. Si on a 3 mots, on a 3 expressions différentes, on peut donner 3 sensations différentes. Si on a pris 100, 200, 400, 800 ou 1000 mots, on a 1000 combinaisons en fait. Enfin, même plus en fait. De combinaisons de mots pour exprimer des choses. Donc finalement, on peut beaucoup plus s'affirmer en ayant un plus grand vocabulaire qu'en n'en ayant pas. Et je pense que la photographie, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on connaît que 3 photographes, on va être très vite limité psychologiquement dans les choix qu'on va avoir. Parce que la photographie, finalement, nous a été apprise. L'outil, c'est pas nous qui l'avons inventé. L'appareil, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le cadrage, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le panoramique, le carré, le machin, sont des outils que j'utilise. C'est des outils qui ont déjà été utilisés. Et donc je pense que plus on va augmenter sa culture photographique, plus on va avoir de nuances, nous, dans le style de notre travail, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai travaillé en noir et blanc sur la guerre de tranchées, mais il y a plein d'autres choses, en fait, dans lesquelles je suis allé m'inspirer. Et après, notre propre sensibilité. Et notre propre sensibilité va nous permettre d'arriver à faire des choses ou ne pas arriver à en faire. Moi, je suis pas un très bon photographe de poser. Je ne sais pas manier un sujet. Mais ça, pourtant, des photographies de poser, là, j'en ai un paquet, en fait, de livres. Il y a Arnold Newman, il y a du Lindbergh, il y a beaucoup de portraits, Newman, enfin, il y a plein de portraits dans mes bouquins. Pourtant, c'est un truc sur lequel je suis mal à l'aise. Et justement, la frontière, la barrière, elles sont psychologiques. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est parce qu'il y en a qui vont être beaucoup plus extravertis, d'autres qui vont être beaucoup plus introvertis, donc vont préférer s'effacer, et d'autres vont préférer au contraire être très présents sur les scènes. Et donc c'est le mélange, je pense, de culture photographique et de sa propre psychologie. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que 2 photographes avec la même culture, etc., ne feront jamais les mêmes images au même endroit, au même moment. Et que qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. Et je trouve qu'en changeant de style aussi, on n'est plus dans la comparaison, on n'est plus en train de se dire tiens, j'ai fait un truc mieux ou j'ai fait un truc moins bien. Non, c'est chaque sujet maintenant a une façon de l'appréhender différente. Ça va être aussi de se mettre au service du sujet en fait. On est des artisans en fait, je trouve, plus que, comme certains voudraient le dire, des artistes, etc. Moi, j'aime pas trop cette distinction-là parce que moi je préfère le côté artisan. L'artisan, il façonne une matière, tout simplement. C'est quelqu'un qui va toucher la matière, qui va la transformer, qui est au service de quelqu'un. Alors souvent, c'est l'artisan est au service d'un artiste, donc il va lui réaliser ses idées, il va les matérialiser. C'est souvent comme ça que ça se passe. On a souvent l'impression que l'artiste a fait lui-même son œuvre. Oui et non. Pas tout le temps. Alors certains, bien sûr, qui sont spécialisés, mais il y en a plein qui ont beaucoup des idées, qui ne les réalisent pas eux-mêmes. C'est leur équipe qui les réalise, etc. Et ces artisans qui bossent pour eux. Moi, je me considère comme un artisan aussi au service de mon sujet. Et puis, je peux travailler aussi en collaboration avec d'autres artisans. Voilà. Tu parles d'artisan, d'artiste. Ce travail que tu as fait en Ukraine, tu ne l'as pas que vendu dans la presse. D'ailleurs, tu l'as vendu dans la presse ? Un peu. VSD, Polka et Internazionale, qui est un magazine italien. Ça va, c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal, mais ça couvre à moitié les frais. Ouais. Et donc du coup, l'autre exploitation que tu as fait de ce travail, c'est un livre qu'on est en train de voir qui est assez impressionnant. Voilà.
Parce qu'il pèse. Ouais, ça pèse, ouais. Ouais, ça pèse. Alors, l'idée, le bouquin, ça fait quelque temps que je collabore avec Fanny Boucher. Fanny Boucher, elle est maître d'art en héliogravure. Alors, qu'est-ce qu'un maître d'art? C'est un artisan dont le savoir-faire n'est plus enseigné, qu'elle a décidé de transmettre à un élève. Il y a tous les 2 ans, on va dire, un appel à candidature, etc. Donc c'est un titre, maître d'art. Mais le titre n'est pas seulement, parce qu'il y en a plein qui pensent que ils veulent être maître d'art pour être maître d'art. En fait, non, c'est pas ça être maître d'art. Maître d'art, c'est d'accepter de transmettre son savoir-faire, en fait. Et c'est ça que je trouve ça beau aussi, cette notion de transmission, que je trouve beaucoup plus importante et intéressante que seulement l'ego qu'il y a derrière. C'est ce qu'on va retrouver chez des artisans un peu de ce niveau, de ce calibre, en comparant avec Fanny Boucher ou Jean-Louis Hurlin ou d'autres aussi avec qui j'ai bossé. C'est un travail en fait qui pour moi devait finir. J'espérais le mettre dans un musée en fait, et en l'occurrence c'est au musée des Armées en fait, c'est aux Invalides à Paris, ça fait partie des acquisitions du musée des Armées. C'est aussi comprendre que la photographie c'est pas seulement une image sur la télévision, mais c'est aussi un tirage, un truc qu'on va toucher, c'est de la matière, et puis c'est pas quelque chose qu'on a. La photographie de guerre, il faut pas qu'on l'appréhende, enfin il faut l'appréhender en fait. Donc là on est dans un coffret en acier, donc c'est la bonne grosse tôle, ça pèse 4 kilos. Et Malaparte, donc qui est un écrivain, Curcio Malaparte, qui avait beaucoup écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, donc deux livres fondateurs, Caput et La Peau. Il en a fait plein d'autres, hein, mais dans Caput, ça se passe sur le front de l'Est. Il est dans un champ après une grosse bataille entre les troupes allemandes, roumaines contre les forces russes. Et en fait, il compare l'odeur des charognes de chevaux à celle des carcasses de chars. Et pour parler de l'avènement de la guerre mécanisée. Donc l'idée c'est ça, c'est que d'une carcasse d'acier, on va en extraire un livre relié en cuir de Russie, qui est une méthode de tannage très particulière aussi, voilà, qu'il faut extraire, et donc on sort de la peau morte d'acier mort. Ce qui est très funky quand j'essaie de le vendre. Et donc là on a le livre qui se patine avec le temps, faut pas sentir l'odeur mais ça sent très très bon. On a une reliure aussi qui est faite par Elisabeth Guyot, qui elle est dans le perche, donc de type registre, donc on est sur quelque chose de très très résistant. Et à l'intérieur, en fait, le livre, on peut l'ouvrir parce qu'on ne choisit pas de quel côté on est dans une guerre et que je ne voulais pas qu'il y ait un côté avant l'autre dans la guerre ukrainienne et séparatiste. Donc soit on l'ouvre ici, antilogia, donc c'est du grec, soit en fait, on l'ouvre ici, de l'autre côté. Même titre, achevé d'imprimer. Donc les achevés d'imprimer, c'est lorsqu'on est... C'est un livre en 15 exemplaires, hein, on appelle ça des livres d'artistes qui sont vendus à des institutions, etc. Et en gros, donc, je me suis basé aussi sur le texte de Thucydide, donc, qui lui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, disait « Je ne vais pas vous raconter une guerre parce que j'ai entendu, parce que ce serait trop partie prenante, donc les propagandes, mais seulement parce que j'ai vu. » Et c'est ce que je fais avec l'Ukraine. Voilà. Et donc, on est sur un livre, voilà, qui va regrouper des textes et de la photo, imprimés en héliogravure. Alors, qu'est-ce que l'héliogravure? C'est un procédé de 1878. C'est le premier principe photomécanique d'impression. Donc voilà, là on a une image aussi qui est gravée, qui c'est non pas un tirage mais une estampe. Là pour donner une idée, ça c'est l'image finale, donc c'est dans une école d'infanterie à Lviv, donc Lvov en Ukraine, et sauf que ça a été imprimé à partir de ça. Oh, attendez, on va y arriver. Voilà, ça c'est une matrice en cuivre en fait. Et les reflets, c'est du cuivre qui est gravé comme une eau forte, donc pour ceux qui connaissent un peu l'estampe traditionnelle, donc c'est une gélatine qui est photosensible, qui a été insolée en contact, appliquée ensuite sur la matrice en cuivre, le tout plongé dans des acides. Donc en fonction du durcissement de la gélatine à la lumière, l'acide va aller graver en profondeur. Elle est recouverte d'encre. D'ailleurs, en l'occurrence, là, elle est recouverte d'encre et vernis. Elle ne peut plus servir à imprimer. Elle a imprimé, elle ne peut plus servir maintenant. On la recouvre d'encre, on met le papier par-dessus. Le tout, on le passe sous une presse taille douce traditionnelle, donc les mêmes de Durer, Rembrandt, etc. Et l'encre part de la matrice pour se reporter sur le tirage. C'est ce que je connais de plus beau, en termes de qualité d'impression, tirage, etc. Alors moi-même, je réalise du tirage gélatino-argentique traditionnel, mais l'héliogravure, quand même, ça a quand même de la gueule. En plus, c'est quand même des photos qui ne s'abîment que très peu, c'est ce qui est le mieux en durée de conservation, parce que c'est de l'encre naturelle dans du papier chiffon, voilà. Pour moi, c'est vraiment du très très bel objet. C'est un risque que j'avais pris sur un reportage que j'avais fait sur l'Aquarius, où j'ai travaillé de cette façon aussi en héliogravure.
Justement, l'Aquarius, est-ce que tu peux nous parler de ce reportage et des choix que tu as fait, des choix artistiques? Ouais, alors l'Aquarius en fait c'était en 2016, donc c'est au moment où il y avait, depuis 2015 en fait il y avait ce qu'on appelle avant la crise migratoire, il y en a eu d'autres, mais là 2015-2016 c'était vraiment la Turquie ouvrait les vannes, la Libye aussi, enfin en gros pas mal d'États utilisaient comme arme politique en fait des réfugiés qui balançaient en mer et qui s'envoyaient vers l'Europe. Comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple en Espagne avec le Maroc. Absolument. Exactement. Et donc, il y a eu beaucoup de mouvements de réfugiés, beaucoup de photographes travaillaient là-dessus. Moi, j'avais fait le choix de ne pas le faire. Parce que mes pires expériences, je trouve, de reportage en termes de sensations, je vous parlais de sensations tout à l'heure, vraiment de psychologie, c'est d'être confronté en fait aux réfugiés, à la pauvreté, à des gens qui ne sont plus en train de se battre, mais des gens qui sont vraiment en train de fuir. Et j'ai éprouvé beaucoup de difficultés en fait à les photographier. C'est personnel en fait. Et puis il y a plein de photographes qui faisaient ça, donc je voulais pas me rajouter, on va dire, à la masse de photographes qui se jetaient là-dessus et qui ont fait du très très bon boulot, hein, bien sûr. Et un jour on m'a appelé pour me dire, Gwenaël, journaliste aussi indépendante, m'appelle pour me dire, écoute Edouard, j'ai un accès sur l'Aquarius, t'as déjà entendu parler de ce bateau? En effet, j'avais vu qu'il y avait des bateaux qui allaient chercher des réfugiés en pleine mer Méditerranée, qui manquaient que se noyer, est-ce que ça te dit? J'ai un peu réfléchi et je me suis dit oui, faisons-le, parce que j'avais grandi une partie de mon enfance en Égypte, c'est en mer Rouge, et je savais ce que c'était que la peur de se noyer en fait. Et je me suis dit, si c'est sur un bateau, oui. Quelques mois auparavant, j'étais allé en Italie, j'ai travaillé sur la pêche artisanale dans les îles siciliennes, enfin en Sicile, sur les îles éoliennes, etc. Et j'ai un lien avec la mer qui est assez fort, je dirais, assez prégnant, et donc je me suis dit, ouais, là je le fais. Par contre, je veux pas le faire classiquement. Je veux pas que ce soit encore un énième reportage dans toute la masse. Il faut que je fasse quelque chose de différent. Il faut que ce soit pas, enfin, il faut que ça, qu'on puisse rajouter un élément, qu'on en supprime un, qu'on en rajoute un. L'élément que je voulais supprimer, c'était les gilets de sauvetage, parce que ces foutus gilets de sauvetage, en fait, orange qu'on voit sur toutes les images, ils les ont pendant 5 minutes en fait. C'est que au moment où ils repèrent une embarcation de réfugiés, l'Aquarius et le bateau de sauvetage se mettent à côté d'eux, une petite navette va les voir sans caméra ni appareil photo pour pas faire peur aux gens, ils leur donnent les gilets de sauvetage, et c'est ensuite que le transbordement se fait. Et c'est là où les photos s'opèrent. Donc tous les photos de gilets de sauvetage orange qu'on voit vraiment sur les images, ils les ont pas pendant le plus gros de la traversée. Et ça, je pense que c'est une information qui est importante, parce qu'on a l'impression finalement qu'ils sont un peu plus sûrs. Non, c'est très dangereux ce qu'ils font. Hein. Vraiment, ils ont beaucoup de chances de mourir en fait là-dessus. Les gens ne savent pas nager. Les canaux sont complètement submersibles. Enfin, c'est vraiment très 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 dur. Et donc, ils voulaient ça que je voulais effacer, et surtout faire remonter la mer qui était derrière. Et pour ça, j'ai opté pour le format panoramique. C'est ce que vous avez vu ici sur l'Ukraine. Mais c'est là où j'ai commencé. J'ai commencé la Méditerranée, entre guillemets, le format panoramique sur l'Aquarius, pour faire remonter cette notion de mer et d'environnement en arrière-plan. Donc j'ai fait un travail en mélangeant numérique et pellicule. J'ai trop de travail en noir et blanc, et après j'ai tout égalisé, scanné, etc., de façon à avoir quelque chose qui soit cohérent, et pour créer un rythme, comme en mer en fait. Un peu comme les vagues, en quelque sorte. Des fois on est dans des creux, il y a de la stabilité, ou des fois c'est très lisse, donc très stable, etc. Puis après ça s'allonge en quelque sorte comme les vagues. En fait, donc, je voulais vraiment jouer sur un rythme comme ça, au niveau de mon reportage. Donc je l'ai vendu avant de partir à VSD, donc je l'ai fait pour VSD. Et après ça m'a permis de faire une exposition à Bayeux au prix des correspondants de guerre. On a fait une grosse expo, qui a quand même pas mal tourné. D'ailleurs elle était à Uzès ce week-end dernier. Et c'était pour moi un vrai basculement en fait ce reportage, parce que c'est à partir de ce travail que j'ai commencé à travailler avec l'atelier Héliog et l'héliogravure en fait. Fanny Boucher et Marie Levoyer qui font l'hélio. C'est là où je les ai rencontrés, et c'est là où j'ai découvert qu'en fait la photographie, parce que je fais de la pellicule mais je voyais pas en tirage mes images. En fait ce qui m'intéressait c'était la définition des photographies quand je faisais les scans pour agrandir à bloc. Mais c'était pas le but en fait au début d'en faire des tirages. Et c'est en rencontrant Fanny, en voyant son travail, que je me suis rendu compte que la photo c'était que 50%. Et que le reste c'était l'artisan qui allait l'imprimer. Et que l'objet photographique était tout aussi important que juste la prise de vue. Et là ça a tout fait basculer en fait. Maintenant je m'interroge vraiment sur comment est-ce que je vais montrer mes photos. Pas sur un écran, sur du papier. Ça t'y penses au moment de la prise de vue? J'y pense quand je prépare mon sujet. Et quand je commence à prendre mon matériel, ouais. Et même au moment de la prise de vue, quand tu vas cadrer, tu vas te dire ça va être un cadrage qui va
qui va avoir plus de sens pour une photo tirée ou il n'y a pas forcément de différence? Pas vraiment de différence, en général. Non, là, pas à ce point-là, en quelque sorte. Par contre, sur l'héliogravure, je sais qu'il faut plutôt des images contrastées. Et pas des ciels très gris, très plats. Alors bien sûr, en Ukraine, quand je suis en plein milieu, là, il y a une patrouille qui revient vraiment d'un endroit qui était complètement gelé. Je l'ai faite, la photo. Bon, Fanny m'a maudit parce qu'elle a galéré. C'est très dur dans les nuances de blanc, en fait, d'arriver à graver, mais je fais quand même un peu plus attention à ça, en fait. Et je pense que c'est important d'adapter sa prise de vue à ce qu'on va avoir comme résultat final. Ici, chez toi, tu as un véritable laboratoire de développement. Ouais. Tu as des machines, tu as tout ce qu'il faut. J'aimerais avoir beaucoup plus grand, fait par un cuisiniste, avec tout en inox, etc. Là, c'est un peu du bidouillage, mais oui, je suis autonome. Ouais, je suis autonome. Ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais envoyer la lumière. Donc là, j'ai mis 40 secondes. Et là, pendant 40 secondes, on a l'image qui va arriver. Cependant, il y a une zone que j'ai envie de rééclaircir un peu. Et là, avec ma petite spatule, je vais venir dans les endroits qui sont trop sombres, chercher cet endroit-là. Et ça va permettre à la fin du tirage d'éclaircir un peu cette zone et de récupérer de la matière un peu à l'intérieur. Voilà. Là, son sac à dos, j'ai envie de le prendre. Alors si je bouge, c'est pour éviter qu'il y ait un trop gros effet de zone, en fait. Voilà. Et ça, j'imagine que c'est quand même un sacré investissement financier de faire ça, parce qu'à chaque fois que tu vas imprimer une photo, enfin que tu vas développer une photo, ça va te coûter beaucoup d'argent. Ça va me coûter de l'argent, beaucoup moins, bien sûr, que si je le faisais faire, mais en effet, ça coûte de l'argent et c'est beaucoup de risques. Ces 2 ou 3 dernières années, enfin il y a 2 ou 3 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'héliogravure, etc., j'avais encore des commandes de la presse. La presse fonctionnait encore. Et il a fallu que je refuse certaines commandes, qu'il a fallu que je calme un peu le rythme que j'avais avec la presse pour m'intéresser à la matière. Sauf que j'avais aucune vente dans la matière, je connaissais personne là-dedans, dans les galeries, les choses, etc. Et j'ai eu peur, parce que c'est un gros risque de ma part. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, j'avais envie de me créer aussi un modèle économique qui fonctionne très bien, et enfin, je touche du bois, mais qui m'a permis de supérer, enfin, de dépasser l'effondrement de la presse. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus très peu de boulot, en fait, de la part des magazines. Parce qu'il y a moins de magazines, il y a moins de budget, etc. Alors oui, bien sûr, des super rédactions comme Le Monde qui font bosser, mais elles ne peuvent pas faire bosser tout le monde. Elles font tourner les photographes, donc on ne pourrait pas gagner sa vie juste en bossant pour Le Monde, en quelque sorte. Mais et voilà, donc c'est compliqué, mais donc ça m'a permis de faire ce pas-là. Et en effet, c'était un énorme investissement financier, un gros risque financier de ma part, parce que je suis pas très kiss bang bang, enfin un truc participatif. Moi en général, j'aime bien quand je fais quelque chose, si je commande un travail à un artisan, je le paye en fait. Point. J'attends pas que le projet participatif ait fonctionné ou pas pour faire un projet. Non, en fait, en gros, si je peux le faire, je le fais et j'en parle après, en fait, tout simplement. Et si j'avais pas les moyens, je ferais des trucs avec des plus petits moyens, etc. Mais je préfère avoir une complète liberté, parce que le problème c'est que dès que on met le pied dans un engrenage d'une commande, la liberté elle se réduit. Et ça, j'ai pas envie. Voilà, donc je préfère fonctionner comme ça. Donc je prends des risques. Mais je pense que il faut prendre des risques dans la vie. En fait, il faut, si on aime ce boulot, faut y aller, quoi. Faut y aller. Tu parlais du business model de la presse qui s'est effondré, clairement, parce que les magazines disparaissent, les budgets disparaissent. VSD, ça a été ça. Tous les deux, on a beaucoup travaillé pour VSD. Maintenant, il n'y a plus VSD. Donc ça fait une grosse perte sur le chiffre. Toi, tu t'es dirigé clairement vers ce duo artiste-artisan, art et artisanat. Est-ce que tu penses que c'est ça le salut du photojournalisme? Est-ce que le salut du photojournalisme passe par l'univers de l'art? Je pense que non, pas uniquement en fait. Je pense que ça c'est une niche en fait. Ça se vend pas à tout le monde. C'est les collectionneurs, c'est les institutions, etc. Il faut savoir se renouveler. Non, je pense que c'est se renouveler en fait, tout simplement. Il y en a qui sont très bons sur Internet, dans la promo, dans des projets, ça peut être des ventes de tirages, mais aussi autre chose. De faire des images pour les entreprises, de la communication Internet, qui ont continué à faire du reportage, etc. C'est que le magazine papier, ça commence un peu à se réduire, vraiment. Enfin, on me dit ça fait 20 ans que ça se réduit, ou même 30 ans que ça se réduit. Mais j'ai l'impression qu'en 10 ans, c'est le jour et la nuit. Mais moi, j'ai fait ce show-là parce que ça me plaît, en fait. Et que je suis une bille en Internet, en Instagram et dans ces trucs-là. Que ça m'intéresse pas, ça ne me plaît pas en fait. Faire une promo sur les réseaux sociaux, ça ne me plaît pas.
Je fais ça parce que je me sens forcé de le faire. Et alors que je pourrais trouver du boulot avec ça. Il y en a qui trouvent du boulot avec ça. Il y en a qui ont des pubs qui viennent les sponsoriser, qui arrivent à faire plein de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, il vaut mieux être plutôt bon là-dedans. Moi, je le suis pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler avec des gens que j'aime, en fait. Et si j'avais pas, je pense que si j'avais pas eu aussi Fanny et Marie, avec qui je m'entends super bien, je l'aurais pas fait comme ça, en fait. J'aurais fait autre chose. C'est aussi parce que j'ai trouvé des gens avec qui ça se passe bien, avec qui je peux travailler en confiance, qui ont mon rythme, qui me comprennent. Je peux pas dire aujourd'hui c'est ça qu'il faut faire, parce que, en fait, j'en sais rien. Ça fonctionne pour moi à certains moments, mais j'en vois d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. Et d'autres pour qui ça fonctionne mieux. De toute façon, ça évolue. Tout évolue et... Tout évolue. Et il faut surtout se dire, c'est pas... faut pas reproduire juste... On a vu un truc qui a marché, on se dit, bah tiens, le bitcoin ça marche, faut que j'achète des bitcoins. Bah non, c'est un peu tard. Enfin, j'en sais rien, mais moi j'en achèterai pas maintenant, quoi. Il y a 20 ans, ça aurait été chouette d'acheter des bitcoins. Peut-être maintenant un peu moins. Donc en fait, j'essaie de le faire tel que je sens les choses. C'est-à-dire que j'ai pas vu quelqu'un qui faisait ça, je me suis dit je vais faire comme lui. En fait, c'est venu naturellement. Et c'est ça, je pense. Il faut juste se laisser aller naturellement vers ce qui nous plaît. Et c'est là où on sera capable de fournir la plus grande force de travail, je pense. Est-ce que tu aurais un conseil à donner alors, tu en as déjà donné beaucoup. Mais si tu devais donner un conseil à un photographe qui a envie d'y croire, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce métier avec beaucoup de désillusions, parce qu'il y a quand même un son d'ambiance qui est un peu pourri quand même, surtout dans les endroits où tous les photographes sont ensemble, souvent où il y a l'émulation, mais il y a quand même après la première bière, la discussion qui vient tout de suite en disant ouais, mais c'est quand même un métier où on gagne pas sa vie, ou complètement, parce que de toute façon, on aime bien toujours se plaindre et c'est normal, mais même on est quand même dans une culture où comme il y a beaucoup de concurrence, il y a un peu moins de travail, etc., ça peut être mal vu de dire bah non, en ce moment j'y arrive, quoi. Enfin, j'arrive à vendre, je refuse des temps des boulots, etc. Ça peut être vu comme hautain, ça peut être vu comme prétentieux, ça peut être vu comme... C'est ça, en fait. Si tu dis ça dans un festival, la personne va pas le dire en face, mais dans sa tête, elle va se dire, mais c'est un con, quoi. Tu vois? Au-delà de ça, mais c'est normal, parce que même moi, des fois, quand j'ai eu moins de boulot, et que je voyais le boulot d'autres photographes qui bossaient, bah, j'étais jaloux. Et je l'ai été, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Enfin, je suis tout le temps. Quand je vois des photos sur les réseaux sociaux, enfin Instagram, etc., tous les jours, j'ai envie d'arrêter la photo parce qu'il y a de plus en plus de beaux travaux, en fait. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que tu me demandes qu'est-ce que je donnerais comme conseil, enfin, peut-être des jeunes photographes, ça veut dire quoi? Parce que dans le sens, on peut commencer à 40, 50, 60 ans, etc., mais peut-être des gens qui n'ont pas une expérience vraiment du métier. Et bien, ce que je trouve fou, en fait, c'est que quand je vois les boulots, enfin, je me dis, mais la plupart sont meilleurs que moi, en fait. En termes de... Je vois des trucs, mais hallucinants tous les jours, en fait. Et le travail, en fait, c'est pas que la photo. Le conseil que je peux te donner, c'est... en fait, la photo, c'est que 10%. Oui, d'accord, il y a la photo, il y a le cadrage, etc. Mais en fait, des fois, on me commande sur des boulots, alors que je sais très bien que des photographes seraient largement meilleurs que moi. C'est à moi qu'on a demandé. Et alors certains vont dire, bah oui, il a les contacts, etc. C'est du piston. Bah oui, mais moi, alors déjà, je viens pas du monde de la photo. Je suis venu de Nîmes, du Gard. Je suis monté à Paris. J'ai fait mon réseau de contacts. Voilà. Bah je l'ai fait. En effet, aujourd'hui, bah j'ai des gens qui me commandent des boulots et que à certains moments, c'est un peu plus facile parce que je peux aller toquer à la porte et que je peux parler à telle personne. Ok. Bah oui, mais ça c'est le boulot aussi, en fait. Tout simplement. Et que le travail, c'est pas seulement prendre des photos, le travail, c'est d'aller rencontrer des gens, le travail, c'est de discuter aussi avec des gens sans arrière-pensée. Moi, il y a combien de personnes avec qui j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à discuter, à montrer les photos, etc., et qui n'étaient pas iconos, qui n'étaient pas chefs de festival, qui n'étaient pas... Parce que bah, moi, c'est le métier que j'aime, et que la photo, faut la faire aussi par plaisir, et qui finalement sont retrouvés à avoir telle ou telle place, et qui m'ont fait bosser ou pas. Ou c'est les personnes qui m'ont amené les meilleures idées, c'est les personnes qui m'ont amené les meilleurs conseils. En fait, tout le travail, c'est du relationnel. Comme en photo, on peut être à l'aise ou pas dans certains types de situations, il faut aussi comprendre que dans certains endroits ou d'autres endroits, le relationnel est très important. Et qu'on travaille jamais tout seul. Que même moi, par exemple, là, sur les livres d'héliogravure, en fait, c'est pas juste Édouard Elias. Moi, juste fais les photos, en fait.
L'impression, c'est Fanny Boucher, le coffret, c'est Jean-Louis Hurlin, la relure, c'est Anne-Elisabeth Guyot, tu vois, Pascal Duriez, il a fait la typo, voilà. Et on enlève une personne du truc et on n'a pas ce résultat-là, tout simplement. Et c'est des personnes avec qui j'ai bossé. Et c'est pas des personnes à qui j'ai dit tu fais ci, tu fais ça, ça. Non, chacun a eu son idée, a amélioré le bouquin, etc. Parce qu'on n'est pas capable de tout faire. Et oui, aujourd'hui, il faut être comptable, il faut être communicant, il faut être photographe, il faut être grand organisateur de voyage. On peut pas être bon partout. Et c'est ce qui me donne la plus grande frustration, c'est ça, c'est de me dire ce bouquin, j'ai toujours pas fait de lancement parce que je suis nul en communication. J'en ai déjà vendu 4, mais voilà, mais je pourrais en faire beaucoup plus. Je le sais. Mais j'y arrive pas. Et donc, j'essaie de rencontrer des gens qui vont m'accompagner là-dessus. Tout simplement. Mais la première chose dont il faut, je pense, être conscient, c'est de se dire, mais quelle est ma limite? Qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire? Alors, il faut s'y mettre un coup de pied au cul, c'est sûr, hein. Mais qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que je n'aime pas faire? Et là, il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment mauvais, quoi, que j'aime pas faire. Et donc, malheureusement, je fais appel à des gens qui m'aident. Voilà. Et c'est eux aussi, grâce à eux, que je travaille, en fait. Si j'avais pas été formé par Marc Simon à VSD, jamais j'aurais pu me débrouiller à faire une campagne d'Alain Juppé, à faire le tournage de Jean-Jacques Hano la semaine dernière, enfin les différentes semaines, parce que il m'a formé à ça, à devenir un couteau suisse. Par contre, quand moi je ponds un sujet perso et que une rédaction veut me dire non tu le fais comme ci comme ça, je leur dis non. Donc en fait je préfère même pas aller les voir quand j'ai un sujet qui est trop barré. Voilà. Et je le fais moi-même. Et puis après si je me plante, mais je me serais planté, c'est pas grave. Puis le plaisir, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens, etc. Donc le conseil, en fait, c'est de vous plaisir. Par contre, bouquinez, quoi. Parce que si on fait du noir et blanc, faut assumer, en fait, le faire du noir et blanc. Si on fait de la couleur de telle ou telle façon, faut assumer. Enfin, c'est un choix à chaque fois. Un grand angle, un tel objectif, c'est un choix. Voilà, tout simplement. Donc faut regarder. C'est des super conseils. Merci pour cet échange, merci pour ce temps. Et on retrouvera en lien de cet épisode le lien vers ton site internet, vers ton compte Instagram qui est très fourni. Tu parles, j'ai 100 photos avec 30 de ma moto parce que quand je vais faire des stages avec des gamins, je suis pas... Voilà, allez suivre Edouard sur Instagram, peut-être que ça va te motiver à mettre de nouvelles photos. Ouais, c'est ça. En fait, si ça me motive à mettre de plus de photos, mais... Après, si ça me permet d'avoir des hôtels de luxe gratuits comme influenceur... il te reste plus qu'à faire des selfies à Dubaï. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui, pour aller à Dubaï, ouais. Merci et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Vous pouvez également télécharger mon livre gratuit Secrets de photographe professionnel, compilant les meilleurs conseils de dizaines d'experts de l'image que j'ai pu interviewer ces dernières années. Le lien est en description. À bientôt dans le prochain épisode du podcast Photographe Pro 2.0.